Bienvenue à ce nouvel épisode de Par la bande. Raymond Poirier avec vous, ici en direct de la Maison de la littérature, en plein cœur du 34e Festival Québec BD. Et je vous rappelle, Par la bande, c'est un concept fort simple. On part d'un album, d'un récit, et dont on extrait un axe thématique. Et au fil de cet axe thématique-là, on fait croiser, rencontrer cet album avec d'autres albums, d'autres récits, et évidemment leurs auteurs et autrices. Alors cette semaine, la thématique nous amènera vers l'immigration et la migration, avec comme pierre d'assise deux albums, Giant et Boot Black de Michael, qu'on va faire rencontrer avec Kim, terre maternelle de Yasmine et Djibril Fan Morissette, et également avec Wesh Caribou del Diablo. Alors donc, c'est l'axe de l'émission. Et pour commencer, on est justement en compagnie de Michael. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors, d'entrée de jeu, situons peut-être le contexte géographique de Boot Black et Giant. Donc, tu nous amènes, tu nous entraînes dans le New York des années 30, des années 40. Qu'est-ce qui faisait peut-être pour toi l'attrait de cette ville-là? New York, c'est une ville que j'ai toujours rêvé, c'est un rêve d'enfant en fait, New York. J'étais biberonné au feuilleton américain dans mon enfance. Ensuite est arrivé le film Ghostbusters qui montrait beaucoup la ville. Ensuite est arrivé le hip-hop avec toute la communauté afro-américaine qui faisait du smurf. On n'appelait pas ça du breakdance à l'époque, on appelait ça du smurf, avec les gros postes sur l'épaule et qui écoutaient le rap. Et c'est une ville qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours eu envie de dessiner une histoire qui se passait à New York, uniquement parce que la ville m'impressionnait de par son gigantisme. Et j'avais plusieurs pistes de scénarios possibles. Et puis, mais je n'arrivais pas à trouver vraiment ma porte d'entrée, quoi. Et puis, c'est un petit peu plus tard, en 2012, que j'ai commencé à réfléchir vraiment à une histoire qui se passait à New York pour déjà, dans un premier temps, avoir le plaisir de dessiner la ville. Et je me suis laissé dire d'ailleurs que l'inspiration en 2012, elle n'est pas arrivée à New York, mais elle est arrivée du Portugal, dans le fond. Oui, exactement. En fait, j'étais en voyage sur les terres d'origine de ma conjointe qui vient du Portugal. Et à l'entrée de son village maternel de ses parents, en fait, il y avait un rond-point. Et au milieu de ce rond-point, un bronze grandeur nature d'un homme en complet, 3 pièces, avec une valise et un chapeau, et qui s'appelait l'Immigrant. Cette statue s'appelle l'Immigrant. Et c'est pour rendre hommage à toute cette communauté en fait, portugaise qui est partie dans les années 50-60 en France, immigrée pour aller chercher du travail, pour fuir le régime du dictateur Salazar à l'époque. Et donc, la vue de cette statue, ce visuel-là, m'a vraiment tout de suite rappelé la couverture de Là où vont nos pères, The Arrival en anglais, de Chauhan, un livre qui a été primé à Angoulême dans les années 2000, au début des années 2000. Et je me suis dit, oui, en fait, voilà ma porte d'entrée pour New York. Je vais raconter l'histoire d'immigrants. Et en plus, voilà, ma conjointe étant d'origine portugaise, naturalisée française. Moi-même, je suis né en France, mais on a aussi habité aux Antilles françaises. Ensuite, on a immigré au Canada. On est maintenant aussi canadien. Donc, j'avais des choses à dire par rapport à ce sujet-là. C'était le point de départ, en fait, oui. Et donc, dans ce sens-là, c'est pas par hasard que tu as choisi les années 30, les années 40 et la ville de New York comme telle. D'entrée de jeu, en fait, d'un point de vue architectural, on était dans les grandes époques de construction. C'est pratiquement, les gratte-ciels se construisaient, donc c'est pratiquement les deuxièmes églises, là, des chantiers immenses qui nécessitaient énormément de main-d'œuvre. Mais c'est ça, en fait, dessiner le contemporain m'ennuie. Et donc, déjà, je voulais que ce soit dans un contexte historique. Puis, je trouve que l'humain a cette proportion à faire de l'histoire une boucle, en fait. Et donc, je voulais montrer que l'histoire se répète à toutes les époques. Mais dessiner le New York avant 1930, on n'avait pas l'Empire State Building, on n'avait pas le Chrysler Building, on n'avait pas le Rockefeller Center. Donc, c'était un New York moins iconique, qu'on connaît un peu moins. Donc, naturellement, je suis allé sur les années 30. Période, comme tu l'as dit, de construction, vraiment des buildings iconiques qui sont encore debout, bien sûr, aujourd'hui, comme l'Empire State, le Rockefeller Center et le Chrysler Building. Et puis, mon deuxième point d'entrée, c'est cette fameuse photo, Lunch Atop a Skyscraper, qui met en scène 11 ouvriers qui prennent leur dîner, les pieds dans le vide, au 69e étage de la tour principale du Rockefeller Center, alors en construction, en 1932.
Et les ouvriers, justement, qui travaillaient sur ces chantiers-là, bien souvent, et c'est ce qu'on découvre dans les 2 premiers ouvrages de Tronc Triptyque, le 3e s'en vient également, mais justement, donc, c'est des ouvriers qui souvent étaient issus de l'immigration, qui souvent se retrouvaient là dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, dans un contexte où les communications avec leur pays n'étaient pas non plus toujours faciles non plus. Donc, c'est aussi tout ça qu'on explore autour, justement, de l'univers des gratte-ciels et de leur construction. C'est ça, puis justement, ça fait de nouveau écho à mon voyage au Portugal, où moi j'ai rencontré sur place un vieil oncle à ma conjointe qui, lui, a passé toute sa vie quasiment à travailler en France, mais sa famille est restée au Portugal. Donc lui, il envoyait la paye tous les mois, il envoyait de l'argent à sa famille au Portugal, il rentrait l'été, il se prenait un mois et demi, il cumulait ses vacances, il rentrait un mois et demi au Portugal. Et puis après, il retournait à la rentrée en France. 9 mois plus tard, il avait un fils, donc un fils ou une fille, il avait une naissance. Donc c'est des familles nombreuses comme ça. Et j'ai transposé ça avec mes ouvriers irlandais au Rockefeller Center, qui travaillent sur le chantier du Rockefeller Center. Pour ce côté aussi universel, parce que ça s'est passé en France avec les immigrants portugais, ça s'est passé à New York avec les immigrants irlandais et d'autres communautés également. Il n'y avait pas que des Irlandais qui travaillaient sur les chantiers, il y avait aussi toute la communauté Mohawk de Kanawaki au sud de Montréal, qui ont développé plusieurs générations de travailleurs, des monteurs de charpente métallique. Et puis là, je crois que j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais c'est pas très grave. Oui, ben en fait, à la limite, j'ai presque envie de basculer aussi un peu parce qu'on parle beaucoup de Giant puis de l'a priori, mais il y a aussi Boot Black, parce que Giant, en fait, est vraiment au sommet des gratte-ciels, donc on joue un peu avec la construction. Avec Boot Black, là, tu nous ramènes à la hauteur des rues avec des serreurs de souliers, dans le fond, et plutôt que d'explorer un peu l'expérience de l'immigration, de la distance, de la correspondance, en fait, là, on va aussi vers une certaine duplicité, donc des enfants d'immigrants qui sont à la fois, par exemple, ton protagoniste est à la fois allemand et américain, donc comment on compose aussi un peu avec cette duplicité-là, comment on se trouve à l'intérieur de cette duplicité-là. C'est ça, c'est ce que je voulais dans l'évolution de mon récit, c'est que la première histoire se passe avec les protagonistes sont des immigrants de première génération, donc c'est eux qui débarquent en pays, dans le Nouveau Monde. Et dans Boot Black, je voulais amener la thématique des enfants de ces immigrants qui sont nés de deuxième génération. Parce que moi-même, j'étais confronté souvent à ça ici au Québec, en me disant que je n'étais pas un Québécois pur laine, comme on dit, ou Québécois de souche. Donc en même temps, je veux dire... ceux qui me disent ça non plus, parce que si on remonte 3-4 générations en arrière, c'est des Premières Nations qui habitaient là avant. Mais donc j'étais confronté à ça, puis je voulais amener justement ce débat-là. Et même un journaliste à la sortie de Boot Black, je me souviens, avait dit oui, c'est vrai, on se rend plus compte, mais nous aussi, on est des immigrants. Alors effectivement, plus de générations que toi, puisque toi, tu viens d'arriver, mais on oublie ça. Ben oui, comme je disais, l'humain a cette tendance à oublier et l'histoire se répète un petit peu. Oui, puis à la limite, les identités elles-mêmes ou la nature des cultures évolue au contact de ces immigrations-là. Donc, ce qui fait que l'identité américaine des années 1800, début 1900, a été marquée par les vagues d'immigration importantes. On parle des années 30-40, il y en a eu subséquemment aussi. Et nécessairement, tout ça fait évoluer la culture, fait évoluer l'identité, qui fait évoluer le fait d'être américain, d'être canadien, etc., etc. Oui, c'est ça. Et puis, comme... mon personnage principal s'engage dans l'armée, il est GI, et il se retrouve avec des GI qui sont originaires de Russie, il y a même d'autres qui sont originaires d'Allemagne comme lui, et ils s'en vont combattre les forces allemandes en Europe. Donc ça mène à un questionnement finalement, qu'est-ce que ça veut dire être américain ? Et est-ce que ça veut dire juste on se bat tous sur le même drapeau, mais avec des origines différentes? C'est vraiment l'idée de reparler un petit peu de ce melting pot américain. Qu'est-ce qui fait c'est vraiment la question identitaire. Et mon personnage de Hal Chrysler dans Boot Black se pose cette question dès le début, dès les premières pages du tome 1. Il se dit qui je suis vraiment, moi, dans tout ça, en tant que fils d'immigrants allemands, né sur sol américain, dans un uniforme de GI allemand, et sur le front en Allemagne, en train de combattre les ancêtres, enfin ses ancêtres allemands. Donc tout ça, il y a un questionnement qui je pense était intéressant à amener et à raconter.
Et évidemment, c'est ce questionnement-là qu'on va explorer au fil de cet épisode de Par la bande. Alors, Michael, tu restes avec nous tout au long de l'émission. Et avant de se diriger vers notre prochain segment, eh ben, on va plutôt aller vers des suggestions de lecture. Donc, Émilie Roy-Brière de la librairie Pantoute nous propose quelques idées d'albums de bande dessinée, donc à lire sur la thématique de la migration et de l'immigration. Bonjour, c'est Émilie de la librairie Pantoute. On m'avait demandé de faire des suggestions de bandes dessinées sur le thème de la migration ou de l'immigration. En fait, la première qui m'était passée par la tête, c'est le piano oriental de Zeina Abirached, qui est une bande dessinée où elle va parler de son arrière-grand-père, qui est l'inventeur d'un piano très particulier. En fait, c'est un piano où lui essaie de conjuguer son amour de la musique orientale et de la musique occidentale. Toutefois, la musique qu'il veut composer ne fonctionne pas sur un piano traditionnel parce que l'écart le plus petit entre les touches du piano, c'est un demi-ton, alors que dans la musique orientale, l'écart le plus petit est le quart de ton. Donc, lui ne peut pas composer la musique qu'il a dans sa tête. Donc, il va essayer de trouver plein de moyens en démontant son piano. L'idée n'est pas de l'accorder différemment. L'idée est vraiment de créer un piano bilingue qui peut faire les deux. Puis, elle s'en sert comme prétexte pour parler de ses origines libanaises à elle. Elle est naturalisée française. Elle dit qu'elle rentre fréquemment au Liban voir sa famille. Puis, même après 10 ans à habiter en France, elle continue de dire qu'elle rentre au Liban. Donc, elle va parler de sa culture hybride. Le deuxième qui m'était passé par la tête était une bande dessinée par Lucie Kemener. Ça s'appelle Le Baume du Tigre. Elle va parler d'une famille d'émigrés chinois aux États-Unis. C'est l'histoire de 4 filles qui vivent dans une maison où plusieurs générations habitent ensemble, donc les grands-parents, les parents et ces 4 petites filles. L'une d'elles va faire une demande pour aller étudier en médecine. Elle est acceptée. Elle veut quitter la maison pour aller poursuivre ses études. Le grand-père est pas d'accord. C'est pas la première fois qu'il essaie de régenter la vie de ses petites filles. C'est un homme qui est assez autoritaire. Et donc, les filles décident qu'elles en ont marre de se faire dire quoi faire, quelle est la longueur de jupe et de maillot de bain qu'elles peuvent porter, que son grand-père a pas son mot à dire. Elles vont quitter la maison. Ça se termine bien pour tout le monde. On n'a pas de grosses chicanes de famille à mesure que les filles montent leur plan pour quitter la maison. Elles vont apprendre des choses sur leur famille, elles vont apprendre des choses sur leur tante, sur la mère, sur la grand-mère, qui ont tenté de s'affranchir, elle aussi, de ce genre d'autorité. On apprend aussi l'histoire du grand-père qui est extrêmement touchante. Tous les personnages sont intéressants dans Le Baume du Tigre. On conjugue, encore une fois, la culture occidentale et la culture orientale grâce à cette étudiante en médecine qui va finir par s'intéresser à l'acupuncture avec l'aide de sa grand-mère. Donc, c'est vraiment une histoire magnifique. Il y a une autre BD qui m'a été suggérée quand j'ai commencé à faire entendre autour de moi que je cherchais des bandes dessinées sur le thème de l'immigration. Il y a ma collègue Cécile qui m'a suggéré la bande dessinée Les Ombres, qui est une bande dessinée plus métaphorique, plus onirique. On a 2 personnages de réfugiés qui vont quitter leur village dans laquelle leurs parents ont disparu, leur grand-père est menacé de mort, ils sont poursuivis par des espèces de cavaliers sanguinaires. Tous les personnages sont masqués, on ne sait pas exactement ils viennent de quel pays, ils vont tenter de traverser la frontière, il va y avoir des obstacles sur leur route, les passeurs sont représentés comme des énormes serpents, ils vont rencontrer des ogres qui vont tenter de les exploiter, et tout ça dans l'espoir de passer la frontière. On réussit à la fin. Il y a un personnage qui réussit, mais il va tout de même être visité par des fantômes qui sont les fantômes qui ont essayé de traverser avec lui et en fait qui ne s'en sont pas sortis. Peut-être une dernière, pour finir en beauté, il y a cet hiver, j'avais lu la bande dessinée 3 heures de Manan Eyestani. Manan Eyestani est iranien, il est réfugié en France depuis de nombreuses années. Il ne peut plus retourner en Iran à cause de dessins de presse qui n'étaient pas de l'opinion du régime en place. Donc, en fait, dans 3 heures, Manan Eyestani est invité à faire une présentation de bande dessinée à Montréal. Donc, il se rend à l'aéroport. Il nous raconte de prime abord que prendre l'avion, les transports, les déplacements sont extrêmement anxiogènes pour lui et
à connaître un peu son passé, on se doute bien que ça doit l'être. Donc, en fait, il a son passeport émis par les autorités françaises. Il a son visa qui a été émis par le gouvernement du Canada. Il y a la preuve qu'il est bien invité à Montréal pour faire une présentation. Reste l'épreuve de la compagnie aérienne et c'est là que ça coince. Tous ces documents sont en règle, mais lorsqu'on veut émettre son billet d'embarquement, ça fonctionne pas. On lui dit oui, pas de problème, monsieur, installez-vous là. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. On va essayer de contacter votre ambassade. On va essayer de contacter les gens au Canada. Il se dit ben non, mais c'est pas au Canada que ça coince, c'est ici que ça coince. Puis bon, il veut pas trop faire de vagues parce que élever la voix, c'est un peu être identifié comme un élément perturbateur. Avec son passé, c'est pas quelque chose de souhaitable. Et il nous raconte qu'il va faire le pied de grue pendant 3 heures en attendant son billet d'embarquement. Alors, bonne lecture et bon festival. Alors, merci beaucoup à Émilie Roy-Brière pour ses suggestions de lecture. Et on poursuit donc à Par la bande. On accueille maintenant Djibril et Yasmine Fan-Morissette. Bonjour à vous deux. Allô. Bonjour. Alors évidemment, on vous reçoit autour du livre Kim, Terre maternelle, qui a été publié l'an dernier du côté des éditions Glénat. Un livre, en fait, sous la forme d'une bande dessinée. Vous replongez, dans le fond, dans votre histoire, dans votre historique familial. Vous nous amenez du Vietnam vers Montréal. Donc, au fil d'anecdotes et du parcours de vie de votre grand-mère, de votre mère et ensuite de votre propre parcours également. Qu'est-ce qui vous avait amené peut-être d'entrée de jeu à attaquer cette thématique-là et à l'attaquer par le truchement de la bande dessinée? Si je peux me lancer, la bande dessinée, ça allait un peu de soi parce que c'est un médium dans lequel je travaille depuis déjà plusieurs années. Puis, en fait, à la base, c'est une éditrice, c'est Rebecca, notre éditrice chez Glénat Québec, qui m'a approché pour savoir si j'avais des projets en tête. Puis c'est à ce moment-là que j'ai proposé le projet de Kim qu'on avait déjà commencé. On n'avait pas encore donné une forme définie au livre, mais on savait qu'on voulait faire quelque chose avec les écrits de notre grand-mère. Puis c'est à ce moment-là que ça a pris forme, qu'on savait que ça allait devenir une bande dessinée. Puis à partir de là, je sais pas, Yasmine, si tu veux dire un peu comment l'idée est partie dans la famille. Je pense que l'idée de faire quelque chose avec la vie de notre grand-mère, ça fait longtemps qu'on l'a en tête. Notre mère a été très participative dans le processus, puis elle fait évidemment partie des raisons pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça. Donc, ça allait un petit peu de soi qu'on allait faire quelque chose sur notre famille. Puis après, après avoir signé le contrat avec Glénat, ça a juste été très fluide. Là, on a décidé de faire une BD et tout. Et donc, l'idée, c'était venu un peu à un moment donné où on retombe sur les carnets sur le journal intime de votre grand-mère, où on les fait traduire. Et là, subitement, on a un contact privilégié, j'ai l'impression, avec cette personne-là que vous n'avez pas connue directement, dans le fond. En fait, c'était l'initiative de notre mère de traduire les écrits de notre grand-mère. Puis au début, c'était principalement juste pour qu'on y ait accès puis qu'on puisse avoir une idée un peu de la vie d'une femme qu'on n'avait pas rencontrée, une personne qui avait été pourtant très influente dans nos vies. Là. Donc, c'était un peu pour ça. Puis, c'est ça, l'idée d'en faire un livre par la suite, c'est venu, c'est ça, très organiquement. Là. Mais à la base, c'était vraiment une initiative à l'intérieur de la famille de pouvoir avoir accès un peu au discours de nos ancêtres. Et nécessairement, en fait, premier croisement peut-être qu'on peut faire, parce que vous êtes un peu dans les premiers chapitres, on est dans une époque un peu plus lointaine, si on peut dire. Donc, nécessairement, il y a une dynamique de recherche de travail. Donc, du côté de Michael, on doit recomposer un New York des années 30, des années 40. De votre côté, il faut retourner dans le Vietnam, il faut essayer de se figurer de quoi ce pays-là avait l'air à l'époque de votre grand-mère, à l'époque de Kim. Donc, comment se passe un peu, peut-être dans un premier temps, le travail de documentation? Parce que d'un côté, il y a les enjeux d'immigration, les enjeux sociaux qu'il faut documenter et comprendre. Et de l'autre, il y a les réalités architecturales, historiques, vestimentaires, etc., etc. Donc, ça fait quand même un bel axe de recherche et d'exploration de ce côté-là. Moi, pour ma part, je me suis rendu plusieurs fois à New York et puis j'ai essayé de trouver de la documentation aussi bien sur Internet que dans les livres, et dans les livres aussi bien des romans que des témoignages d'ouvriers à l'époque, beaucoup de cinéma aussi, des romans fictionnels et non fictionnels. Et justement, en discutant, là, je me posais la question, vous êtes surtout basé, vous, pour
pour l'histoire sur effectivement les récits de les écrits de votre grand-mère. Mais après, où êtes-vous allé chercher justement toute la documentation au niveau visuel de l'époque pour retrouver l'ambiance des rues? Parce que moi, ce qui a été le plus dur, c'est de rendre l'ambiance de l'époque. Et ça passe par à quoi ressemblait une rue à cette époque-là, comment les gens étaient habillés, comment étaient les intérieurs, à quoi ressemblait une cuisine, l'intérieur des bâtiments, l'extérieur des bâtiments. C'est ça, les vêtements, les échoppes, les petites échoppes. Parce que personnellement, je me base beaucoup sur des petits détails, hein, juste un gros plan sur un lampadaire, sur un panneau de rue. Donc, je voulais savoir un petit peu comment vous avez construit votre recherche de documentation et au-delà du simple récit que votre grand-mère vous avait légué. Je pense que vu qu'on travaillait sur un projet qui concernait des gens qu'on connaissait dans notre entourage, on avait déjà un accès privilégié à si c'était pas des écrits, c'était aussi des témoignages en personne. Là, c'est précieux, ça. C'est une mine d'or, oui. Puis non seulement ça, mais aussi ma mère a été très, très, très utile dans la recherche visuelle aussi parce que en parlant vietnamien, ça lui permettait de faire des recherches sur Internet ou dans les livres que moi, j'avais pas accès parce que je parle pas la langue. Mais de pouvoir faire une recherche dans la langue originale du pays sur lequel on travaillait, ça permettait d'aller chercher des références visuelles auxquelles on n'aurait pas eu accès autrement. Donc, puis ça m'a vraiment fait réaliser que pour tous les prochains projets historiques sur lesquels je travaillerais, j'ai vraiment vu la nécessité de travailler de près avec des gens qui ont un accès direct ou un accès privilégié à la culture en question. Là. Ben oui, parce que tu vois, par exemple, pour le Giant, moi j'ai eu accès aux archives privées photos du Rockefeller Center. Donc des dizaines de cartables avec des photos prises à l'époque qui retracent toute la construction des 12 buildings du complexe, en fait. Et ça, effectivement, c'est pas ouvert au public, mais des fois, en tant qu'auteur, comme ça, et pour transcrire au mieux l'ambiance historique, c'est vrai qu'on est obligé d'aller là-dedans. Mais y êtes-vous allé, vous, sur place pour... Avez-vous eu la chance d'aller au Vietnam pour vous imprégner de tout ça aussi? On a été au Vietnam plusieurs fois. Ça nous a aidé à nous imprégner justement de la culture, rencontrer des gens. Mais c'est sûr que le Vietnam des années 40 est très différent. Hein. Ça a vraiment beaucoup changé. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, d'un point de vue, l'urbanisation a été très rapide après les années 80, au début des années 90. Donc, c'est sûr que c'était très différent. Mais on a eu la chance d'aller rencontrer la famille là-bas dans un village ancestral qui est protégé par l'UNESCO. Donc, tu sais, c'est encore un vieux mode de vie, une vieille disposition de ville et tout. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, c'est ça, on a été au Vietnam. Dans le fond, tous les voyages au Vietnam qu'on a fait dans nos vies sont dans le récit. Puis, ça nous a permis aussi, je trouve, ce qui était cool avec la formule comme autobiographique, c'était qu'on pouvait comment dire, on pouvait record les choses excusez-moi, là. On pouvait record les découvertes qu'on faisait sur la culture au moment, ça fait partie du récit, en fait. C'est comme ça informait les choses qu'on écrivait, puis ça informe aussi le visuel, mais ça informe également le récit. Donc, ouais, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment indispensable d'aller sur place. Pour vous, en plus, il y a une charge émotionnelle encore plus grande que moi, parce que moi, je suis pas, enfin, j'ai un peu de sang irlandais, mais pas beaucoup. Mais vous, c'est vraiment votre famille directe, et puis en plus, vous avez choisi l'autobiographie. Donc, la charge émotionnelle est encore plus grande, et c'est vrai que se rendre sur place, même si les choses ont changé, des fois, on retrouve juste un petit coin de rue ou un petit grand-père qui va vous raconter deux, trois petites anecdotes. Et ça c'est vrai que c'est indispensable, je trouve, pour amener vraiment une charge émotionnelle que vous allez pouvoir transcrire, offrir au lecteur aussi qui va se plonger dans le livre. Excusez. Vas-y. Ben, la difficulté aussi avec faire de la recherche sur le Vietnam d'avant, c'est que c'est quand même loin, c'est des politiques qui sont quand même différentes des nôtres. Puis l'image qu'on a du Vietnam ici, c'est pas nécessairement la même image que les gens se font du Vietnam là-bas. Donc, l'avantage pour nous d'avoir un accès privilégié avec la famille, c'était de pouvoir contourner les constructions narratives qu'on a sur le Vietnam en Occident ici, puis de pouvoir se fier plus à comment est-ce qu'elle est vécue dans la petite histoire au Vietnam par la famille. Donc, c'était vraiment intéressant aussi d'avoir ce privilège-là.
Oui, puis j'imagine qu'à travers cette reconstruction-là, ça donne un contact. Bon, ça offre un contact privilégié peut-être avec l'histoire de votre grand-mère aussi, parce que justement, ces recherches-là vous ont permis d'aller au-delà, de comprendre le contexte dans lequel elle se trouvait. Et ça, l'angle social est hyper important, parce qu'après ça, on comprend pourquoi elle fait les choix qu'elle fait, pourquoi, à un moment donné, dans votre cas, elle va choisir de mettre votre mère sur un bateau, puis de lui donner une chance d'aller être autre chose ailleurs, de s'ouvrir. Et on a besoin de ce contexte-là pour comprendre les choix que, autant dans Giant Boot Black, autant dans Kim, les choix qui sont faits. Puis qui ne sont pas nécessairement des choix faciles. C'est pas facile de quitter, de tout lâcher, sans savoir même si on va réussir à traverser l'océan non plus, au bout du compte. Oui, définitivement. Oui, parce que dans votre cas, dans le fond, quand on tombe, dans le fond, du parcours de Kim vers le parcours de Trang, votre mère, ben là, justement, il y a tout un passage dans un camp de réfugiés. Après ça, éventuellement, elle va réussir à arriver au Canada, mais c'est aussi toute la dynamique d'essayer de trouver sa place dans cette nouvelle société-là. Après le parcours qu'elle a fait, puis dans un contexte où les gens qui sont sur place n'ont pas non plus conscience de tout ce qui est arrivé avant à cette personne-là non plus. Mm-hmm. Mais je pense que aussi une des on parle de la relation temporelle qu'on a avec le récit, puis je trouvais ça intéressant parce que par exemple dans Boot Black, dans le tome 2, il va y avoir beaucoup de flashbacks et tout, alors que nous on a vraiment opté pour on n'a aucun flashback dans notre récit, c'est vraiment plus dans l'élite générationnelle qui va toujours vers le futur ou vers le présent qu'on a décidé de raconter comment les choses se transforment avec le temps. Puis je trouve ça juste vraiment intéressant de voir les différentes manières qu'on peut utiliser pour revisiter le passé, puis pour informer le présent avec le passé. C'est vraiment cool. Oui, bien, j'imagine après ça, on tombe un peu dans le moteur narratif d'une certaine façon, parce que si on ouvre la porte sur les flashbacks, par exemple, dans ton cas, il y a une partie du suspense, Michael, qui vient de ces flashbacks-là pour comprendre la réalité d'avant, puis pour nous colorer un peu la perception qu'on a de ce qui se passe dans le présent narratif, dans le fond. Oui, parce que pour Boot Black, j'ai choisi que mon personnage se raconte lui-même. Donc c'est lui le narrateur de l'histoire. Donc à partir de là, au niveau de ma structure d'histoire, je peux éclater la chronologie. Et comme ça, donner des informations au lecteur sur un récit qui n'est pas linéaire pour créer un petit peu plus effectivement de suspense, mais d'attente aussi, puis qu'on ne sache pas tout de suite de lui, qu'on en apprend petit à petit. C'est un petit peu le problème que je rencontre avec le format diptyque, c'est-à-dire qu'il faut vraiment considérer cette histoire comme, il faut la lire d'un bout à l'autre. Donc à la fin du tome 1, on reste un peu sur sa fin, on a des gros questionnements, mais il faut vraiment avoir une vue d'ensemble de l'histoire. Dans Giant, j'étais sur un récit beaucoup plus linéaire, comme un petit peu plus que ce que vous avez fait. C'était vraiment plus l'immigrant qui arrive, et puis on voit juste son déroulé de vie. Mais ce que je voulais dire, c'était effectivement que c'était... Je voulais rebondir sur ce que tu disais là, sur la perception du Vietnam qu'on a à l'extérieur par rapport à de l'intérieur. Et ça, je trouve ça vraiment important de déconstruire un petit peu toutes ces idées reçues qu'on a des choses. Moi, on me dit souvent que justement que je présente un New York comme jamais les gens ont vu, un New York vraiment crade, sale, loin un petit peu des buildings bling-bling et tout ça. Et je présente le New York du point de vue des immigrants, des gens qui arrivent, qui n'ont pas un sou, qui parlent des fois pas la langue, qui doivent se reconstruire, qui ont fui la guerre, la famine, la persécution, etc. Et qui doivent se réinventer dans un pays qui n'est pas le leur. Des fois, c'est pourtant la même... regardez les Irlandais, ils étaient pourtant de couleur blanche, mais c'était, après les Afro-Américains, c'était presque la lie de la société parce qu'ils étaient catholiques, en fait, ils n'étaient pas protestants. Donc, ils n'étaient pas les white anglo-saxon protestantes, là. Ils faisaient pas partie de l'espèce d'élite américaine que veut imposer cette société-là. Donc bref, je trouve ça vraiment intéressant. Même si nos deux récits, nos deux univers paraissent lointains, il y a quand même toute une démarche derrière qui je trouve, est assez similaire de par nos histoires d'immigrants, en fait, quelque part. Et justement, dans votre cas, peut-être pour conclure un peu, la construction que vous nous offrez dans Kiem, donc l'aspect linéaire vient nous diriger vers votre étape à vous, dans le fond, et vers votre mise en relation avec ces récits-là. Est-ce que, justement, le travail sur la vie de votre mère, sur la vie de votre grand-mère, a changé votre regard sur leur parcours ou votre regard sur vous-même aussi, à la limite? Oui, je pense que oui. Puis ultimement, c'est un peu ça qu'on documente dans le livre, là. C'est pour ça que notre livre, en fait, c'est vraiment un peu l'inverse du flashback. C'est vraiment tout est au présent parce que c'est vraiment une documentation d'une démarche
qui se passait en temps réel pour Yasmine et moi, de comme reconnecter avec nos racines puis d'en apprendre plus sur notre famille. Ouais, puis définitivement, je pense que ça a été un exercice d'humilité, puis ça a été un exercice aussi d'empathie avec les choses qui se sont passées avant nous. Ça rend confronter des difficultés un peu, ça met en perspective les difficultés qu'on vit aujourd'hui parce qu'on peut faire preuve de résilience comme les générations avant nous ont fait preuve de résilience. Puis je trouvais que c'était vraiment je pense que il y avait un devoir d'humilité puis de mémoire aussi. Je pense que pour notre mère, ça a été vraiment en tant que deuxième génération, je pense qu'on avait un peu le devoir de pouvoir prendre parole pour la personne qui n'a pas été capable de le faire quand elle est arrivée dans une nouvelle société d'accueil, là. Et puis ça devient un document riche pour votre famille aussi au bout du compte, parce qu'au-delà du lecteur, ben même pour vous à l'interne, donc il y a un travail de documentation, de réflexion qui après ça peut être approprié par vos autres membres de famille, par vous-même et le reste. Donc ça devient un bel exercice aussi de découverte familiale au bout du compte. Oui. Ouais. Alors ben, Yasmine Fan Morissette, Djibril Fan Morissette, merci beaucoup d'être passé à Par la bande. Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. Et de ton côté, Michael, on va se diriger vers une petite séquence de dessin en direct, donc sur la pièce « J'ai vu tes couleurs » d'Issa Karim. Alors, je vais t'inviter à te diriger vers la table à dessin. Ça me fait plaisir, j'y vais. J'ai vu les couleurs que tu caches aux gens. J'ai vu ta douleur, l'étude de ton noir et blanc. J'ai vu les couleurs que tu caches aux gens. J'ai vu ta douleur, l'étude de ton noir et blanc. Ah, laisse-toi aller, t'as pas besoin de choisir. Laisse-toi porter les couleurs de tes désirs. Ah, laisse-toi aller, t'as pas besoin de choisir. Laisse-toi porter les couleurs de tes désirs. J'ai vu les couleurs que tu caches aux gens. J'ai vu ta douleur, l'étude de ton noir et blanc. J'ai vu les couleurs que tu caches aux gens. J'ai vu ta douleur, l'étude de ton noir et blanc. Ah, laisse-toi aller, t'as pas besoin de choisir. Laisse-toi porter les couleurs de tes désirs. Ah, laisse-toi aller, t'as pas besoin de choisir. Laisse-toi porter les couleurs de tes désirs. Je veux voir de l'orange et du bleu, du rouge et du vert, du mauve et du jaune. Faire un mélange merveilleux, sans couleur primaire, vision polychrome. Je veux voir tous ces gens rayonner pour éblouir les cœurs daltoniens. Crois-moi, tes couleurs te vont bien. Parce que moi, je crois en moi. Parce que moi, je crois en toi. Parce que moi, je crois en nous. Parce que moi, j'ai vu les couleurs que tu caches aux gens. J'ai vu ta douleur, l'étude de ton noir et blanc. J'ai vu les couleurs que tu caches aux gens. J'ai vu ta douleur, l'étude
Alors, on remercie Issa Karim pour sa chanson « J'ai vu tes couleurs ». Et on poursuit cet épisode de Par la bande. On est maintenant rejoint par El Diablo. Bonjour. Bonjour. Alors, El Diablo, dans ta bande dessinée Wesh Caribou, tu as choisi de traiter d'identité, d'immigration, mais par le biais de l'humour, de jouer sur les différences culturelles. Et au départ, en fait, c'est un peu une idée qui était venue au fil de discussion avec Philippe Glacial, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ben moi, à la base, je suis auteur BD de toute façon, donc je sais faire que ça. Tout ce que j'ai fait en BD jusqu'à présent, quand je dessinais, c'était toujours un peu autobiographique, donc je me suis toujours servi de mon parcours, de mon vécu. Et en l'occurrence, le gros événement qui m'est arrivé les 6 dernières années, c'est surtout que j'ai émigré au Québec. Donc oui, effectivement, je m'en suis honteusement servi pour faire un album BD, comme je sais faire. Et c'était assez facile parce qu'en fait, c'est vrai que surtout les premières années, quand tu débarques dans un pays qui n'est pas le tien, après tu t'habitues, donc c'est fini. Mais au début, tu ne vois que les différences, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient d'ordre, enfin de tout, en fait, des relations humaines, économiques, etc. Donc voilà, c'était ma grosse inspiration des 6 dernières années. Oui, puis ça devient pratiquement, en fait, la BD comme presque un journal d'immigration, un journal d'immigrants. Ouais, c'est ça. Et pour en revenir à Fluide Glacial, effectivement, moi, je travaillais avec Fluide Glacial sur un autre projet. Puis, quand je suis parti là-bas, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas ça ?» L'idée vient à la base de Yann Lindin, l'ex-rédacteur en chef. Et j'ai dit « Ouais, c'est pas con. » Puis, en plus, c'était bien parce que ça me permettait de… J'avais pas beaucoup à penser, en fait. J'avais juste à vivre des choses et puis effectivement, tu vois, comme les écrire le soir et puis les traduire en dessin par la suite. Et tout ça montre aussi, quand on met vos travaux, El Diablo, Michael, côte à côte, en fait, on parle d'un même type d'expérience, mais dans des contextes qui sont quand même radicalement opposés. Dans le fond, Michael, tu vois, avec la fiction historique, mais quand même basée sur ton expérience à toi. El Diablo, on est dans l'autofiction, dans l'humour, limite un peu le strip aussi, selon les segments. Qu'est-ce qui fait, en fait, comment on fait le choix de la manière par laquelle on choisit de porter justement ce type de réflexion-là? Qu'est-ce qui amène? Est-ce que c'est parce que, dans le fond, au bout du compte, on a notre style, on a notre zone dans laquelle on est confortable, dans laquelle on aime s'exprimer artistiquement, et que nécessairement, dans le fond, l'expérience culturelle qu'on a vécue va se transcrire ou se traduire par le truchement du genre avec lequel on aime travailler de facto, dans le fond? En tant qu'auteur, de toute façon, on est amené à parler de nous. Après qu'on choisisse la voie de l'autobiographie, autobiographie historique ou autobiographie humoristique comme toi, El Diablo, ce qui est important, c'est de parler de nous parce que c'est ce qu'on connaît et c'est ce qui va permettre aussi de créer des personnages avec une charge émotionnelle, une vraie charge émotionnelle, avec une vraie vie intérieure. Après, moi, l'autobiographie, pour différentes raisons, ne m'intéresse pas. Mais dans tous mes récits, ce sont des récits de fiction, mais je parle que de moi. Tous les personnages ont une grosse part de moi, de mon parcours, parce qu'en tant qu'auteur, on est tous des hypersensibles, et on a besoin de parler de ce qui nous entoure, en fait. Et ça sort, pour les musiciens, ça sort, ils écrivent des chansons, les comédiens s'expriment par leur corps et par la parole. Et puis nous, auteurs de BD, ça passe par le dessin et la narration propre à la bande dessinée. Mais après, c'est un choix qui est vraiment personnel par rapport à ce qu'on a envie de faire. Moi, j'ai toujours eu j'ai des auteurs de bande dessinée qui ont été des maîtres à penser pour moi. Donc, quand j'ai voulu faire des BD plus adultes, parce que j'ai fait beaucoup de BD jeunesse avant, je suis allé vers un style graphique avec un ancrage fort, avec une facture un peu classique, mais avec une narration quand même assez moderne, mais pour parler de moi, par le truchement de la fiction. Et toi, ton côté, l'autofiction, El Diablo, ça s'imposait un peu de soi aussi, ou... Il parle vachement bien, hein, je vais avoir du mal à dire quelque chose d'intelligent derrière. Non, mais en fait... en fait, je pense que de toute façon, comme tu l'expliquais, l'expression artistique, c'est très organique en fait. On vit des choses, on les retranscrit, mais c'est souvent c'est pas pensé quoi. Alors nous, on a la chance de pouvoir dessiner, écrire. Il y en a d'autres effectivement qui s'expriment autrement, mais c'est toujours la même chose. C'est juste se raconter en fait. On n'est pas obligé de se raconter Pour le coup, dans Wesh Caribou, j'ai vraiment pris mon cas personnel, même si le personnage, c'est moi, mais c'est une version fictive de moi. Mais on peut aussi, évidemment, se raconter à travers la fiction totale. Moi, je fais beaucoup, en tant que scénariste, je fais beaucoup de fiction, et c'est la même chose, en fait. Je me nourris énormément de mon environnement
Ce que j'ai fait sur la série Lascar, par exemple, c'est vraiment ça, quoi. Ça parle pas de moi, Lascar, mais ça parlait de tout mon environnement, tout ce que je connaissais à l'époque. Ouais, donc c'est ça. Moi, j'ai l'habitude de décrire le processus créatif un peu comme le processus digestif, c'est-à-dire qu'on ingère, je le dis souvent ça, hein, on ingère, on le digère, puis après, ça sort. Bon. Et en fait, on ne contrôle pas quand ça sort. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui doit sortir, quoi. Alors après, ça devient de la musique, de la peinture, un récit. Mais pour moi, c'est la même chose, quoi. Mais c'est marrant parce que ce que tu as fait, en fait, moi, quand je suis arrivé au Québec en 2008, c'est pareil, je venais des Antilles et puis tout ce que j'avais envie, c'était de raconter mes expériences, mon expérience de, comme tu dis, de confrontation avec aussi bien la langue que les relations humaines, que au travail, l'économie, etc. Parce que, donc, je pense que tous les auteurs qui immigrent, on doit avoir envie en arrivant là, de se dire il faut absolument que j'écrive une histoire là-dessus parce que c'est quand même toujours souvent les anecdotes sont quand même assez croustillantes et assez marrantes à faire passer comme ça pour les autres en fait. Même au-delà des auteurs, parce que tu peux avoir aussi des blogueurs. Enfin, moi, oui, voilà, une forme de exprimer ça. Ouais. Tout à fait. Parce que les premières années, quand tu débarques dans un autre pays, tu as envie de tout connaître, de tout savoir, puis de partager l'expérience d'autres qui sont arrivés avant toi. Donc forcément, tu t'intéresses à tout ça. Puis j'ai eu plein de vidéos, j'ai lu plein de choses, etc. C'est vraiment cette envie de s'exprimer, quoi, en fait. Quoi. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on peut le faire avec un talent artistique. Voilà. Ce qui est peut-être le petit plus qu'on a par rapport aux autres. Oui, le petit plus, mais qui amène aussi une certaine responsabilité ou un défi additionnel dans la mesure où, dans vos albums, on parle à des gens qui n'ont pas nécessairement vécu ces expériences-là, qui n'ont pas immigré. Donc, il faut nous faire comprendre, en fait, c'est quoi cette expérience-là, c'est quoi le choc émotif, c'est quoi le choc culturel, comment ça fonctionne, comment vous l'avez vécu. Donc, il faut réussir à entraîner. Puis, dans le cas d'El Diablo, on est entre la France et le Québec. Donc, on s'adresse aussi à des Québécois qui n'ont pas vécu cette expérience-là, ce regard-là, ou aussi à des Français qui ne le vivront pas nécessairement. Donc, comment on travaille un peu quand on nous amène vers ces thématiques-là pour aller chercher, pour inclure, pour intégrer, dans le fond, le lecteur à l'intérieur de ces réflexions-là? Oui, mais c'est un petit peu comme tout ce qu'on disait dans le précédent segment, c'est que c'est casser un peu les codes et les images d'Épinal et les stéréotypes, en fait. Parce que je sais pas toi, mais en discutant avec des amis français qui sont en France, pour eux, le Québec, c'est une espèce de région ultra-périphérique de la France. Donc, c'est même pas immigré venir là. C'est comme aller dans le Finistère, en fait. Donc... non, mais c'est vrai, quelque part, tu entends des choses, mais ils ne se rendent pas compte parce que c'est francophone, parce que c'est occidental, mais ça s'arrête là, on va dire, les comparaisons. Après, tout est différent, même dans la langue, il y a des choses différentes. Donc c'est assez marrant comme ça de montrer aux autres que non, c'est pas que ça. Et moi, ce que je fais dans Giant and Boot Black aussi, c'est que je déconstruis le rêve américain. Je montre que le rêve américain, c'est juste une utopie, c'est quelque chose qu'on vend, quoi. C'est du marketing, en fait. C'est aussi un peu dans nos devoirs d'auteur d'être témoin, de rendre vraiment au plus près de la réalité ce qu'on ressent, et pour des gens qui ne connaissent pas la thématique, en fait. Et j'imagine, El Diablo, de ton côté, comment on réagit un peu à tout ça? Non, mais c'est marrant parce que la réflexion sur la région périphérique de la France, je la ressens aussi, mais enfin, pas totalement, parce que il y a quand même cette idée que c'est... moi, les gens, généralement, ils me disaient « mais tu parles loin », et puis... aussi, alors c'est très con, mais tu as la barrière climatique qui fait peur à plein de gens. Les gens et vrai, en fait, la chose, c'est que de France, le Québec et le Canada en général sont souvent plutôt perçus comme des contrées, je dirais pas hostiles, mais tu sais, il faut vraiment avoir envie d'y aller. Là, tu sais, c'est genre, waouh, tu vas aller vivre en hiver toute ta vie. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de clichés qui, en France, tu vois, enfin, je sais pas, il y a plein de gens peuvent imaginer que la plupart des gens vivent encore dans des cabanes en rondins. Les gens ne connaissent pas vraiment le Québec, quoi. Et puis que tu as des ours polaires partout, ce genre de choses. Là, je vais à fond dans le cliché, mais je veux dire, il y a énormément de clichés qui tournent. Moi, dans Wesh Caribou, je voulais aussi pas mal désamorcer ça, quoi, dire, les mecs, c'est pas du tout comme ce que vous croyez. Alors, c'est très différent de la France par plein d'autres raisons. Par exemple, le dentiste coûte très cher, ce genre de choses. Mais
Non, c'est pas vrai qu'on croise des carcajous au coin de la rue. Et après, on peut, hein. Ça dépend où tu vas, parce que c'est un vaste pays. Mais voilà, c'est surtout ça, à mon avis. C'est au niveau des clichés qui peuvent circuler. Là, je parle du Québec, mais c'est n'importe où. Tu vois, tu pars dans un autre pays, les gens ne connaissent pas, et puis voient l'image d'Épinal, en fin de compte. Tu vois. Ce qui est intéressant quand tu y vis et que tu peux communiquer sur justement ton expérience, c'est aller au-delà de ça, puis raconter enfin, la vraie vie, en fait. En tout cas, telle que tu l'aperçois. Et avant de te laisser, j'imagine, El Diablo, dans le fond, quand on va dans l'humour, ben nécessairement aussi les faits attendus, les clichés, on n'aura pas la même relation avec eux parce que ça devient un moteur aussi pour l'humour, ça devient un moteur de gag. Oui, évidemment, on s'en sert beaucoup. Mais moi, mon mode de narration, il est essentiellement dans l'autodérision. Donc, c'est pas, moi, je ris pas de mon entourage, je ris plutôt de mes réactions face à ce que je découvre. Enfin, tu vois, c'est cette dynamique-là que j'utilise. Donc voilà, et c'est vrai que moi-même, tu vois, alors c'est très con, mais la première année où je suis venu ici, en 2009, tout le monde m'avait parlé de la fameuse ville souterraine de Montréal que je cherche encore. Et de l'asphalte qui est chauffé du tarmac de Trudeau aussi, non? De l'aéroport. Oui, c'est vrai, exact. Ça, c'est des clichés qui circulent en Europe, ouais, c'est bizarre. C'est vrai. Alors, il y a des légendes urbaines, dans le fond. Exactement, ouais, mais c'est passionnant de découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Oui, puis effectivement, en passant par l'autodérision, mais dans le fond, t'impliques, dans le fond, d'abord et avant tout ton regard. Donc, ce qui fait que ça évite d'avoir une posture qui pourrait faire réagir négativement peut-être d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, dans le fond, parce que on y va avec l'autodérision, avec ma réaction de moi, individu, face à ce que je vis, face à ce à quoi je suis confronté. Puis ça ouvre la porte vers l'humour ensuite. Là. Exactement. Puis ça permet aussi au lecteur de s'identifier parce que finalement, par mes yeux, il voit très bien le truc. Quoi. Quand c'est celui qui n'est jamais venu au Québec peut découvrir via Wesh Caribou la façon très française de découvrir le Québec, parce que c'est ce qui m'est arrivé au départ. Quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure, excuse-moi, en fait, ce que tu disais tout à l'heure est intéressant parce qu'effectivement, au départ, quand j'ai fait cette BD, ça s'adressait surtout à un lectorat français, parce qu'en plus c'était pour Fluide Glacial. Et au fur et à mesure du temps que j'écrivais, c'est intéressant aussi, parce que moi-même j'évoluais, puis je m'installais dans le pays. Et on s'adapte, et puis on prend place. En fait, je m'intéressais de plus en plus à, au contraire, présenter le point de vue français aux Québécois. Voilà, donc... Et on invite les gens à le découvrir. Je rappelle, le titre de l'album, c'est Wesh Caribou. El Diablo, merci beaucoup d'être passé par la bande. Mais je vous remercie à vous. Et puis, à la prochaine. Bye. Et Michael, de ton côté, en fait, tu parlais justement de ton expérience aux Antilles, ton parcours, en fait, parce que tu as fait quand même plusieurs pays. Et dans le prochain diptyque, dans le fond, de ta trilogie new-yorkaise, on pourrait dire, justement, tu as été chercher dans l'expérience antillaise pour l'amener, l'intégrer dans le New York des années 30-40. Oui, je voulais parler en fait de la communauté afro-américaine de Harlem à Manhattan, à New York. Et puis, dans toutes mes recherches sur le Harlem des années de la Grande Dépression, hein, à partir de 1930 jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis en 1942, dans mes recherches, je suis tombé sur un personnage historique qui est une immigrante antillaise française qui est partie des petites Antilles françaises et qui a émigré à New York et qui est devenue la reine de la loterie clandestine de New York et qui est devenue l'une des femmes afro-américaines les plus riches de sa génération, qui avait la main mise comme ça sur une bonne partie de la loterie clandestine et qui tenait tête à la mafia italienne et yiddish qui, eux, avaient le monopole de l'alcool de contrebande. Parce qu'on était en pleine prohibition jusqu'en 1933. Et donc, en découvrant ce personnage-là, qui est un personnage oublié un peu par la grande histoire, en tout cas du côté Antilles et français, il y a une biographie qui est sortie il n'y a pas très longtemps par Raphaël Confiant sur elle, qui est sortie il y a quelques années seulement, mais sinon c'est un personnage qui est oublié. Donc, et puis un personnage plus grand que nature, et son combat de femme immigrante afro-caribéenne pour lutter contre la mafia blanche, pour garder sa business, eh bien, ça m'a tout de suite inspiré, en fait. Et puis, je me suis emparé de l'histoire pour rendre hommage au mieux possible à cette personne-là, pour faire ma part pour la remettre un petit peu dans l'histoire, parce que c'est vraiment un personnage
très attachant, très intriguant et ça se passera donc à Harlem en 1931. Une période charnière pour elle où c'est ça, elle doit vraiment, la mafia blanche sentant la fin de la prohibition arriver, veut mettre le grappin sur sa loterie clandestine. Donc pour moi c'était un chemin normal d'aller, après mes immigrants de première génération, deuxième génération, de parler d'une autre forme d'immigration, l'immigration afro-américaine qui venait des Caraïbes, puisque à Harlem, il y avait les natifs, bien sûr, mais il y avait toute une immigration aussi interne au pays, donc des Afro-Américains qui quittaient les États du Sud ségrégationnistes pour tenter une vie meilleure à Chicago ou New York. Et puis, il y avait aussi toute une vague d'immigration antillaise qui venait de Porto Rico, qui venait de la Jamaïque, des gens avec une éducation différente et une façon d'approcher le rapport de couleur différente que les personnes qui venaient des États du Sud ségrégationnistes. Donc, ça crée une espèce de melting pot afro-caribéen, afro-américain au sein d'Harlem. Et je suis allé à Harlem, pour me documenter, j'ai rencontré beaucoup de personnes là-bas. Et c'est une histoire c'est un quartier qui a une histoire fascinante et j'ai voulu faire ma part là-dessus. Et puis c'est ça. Ma démarche sur mon cycle new-yorkais avec Giant et Bull Black m'a mené naturellement vers ça. Alors, en fait, évidemment, on peut découvrir déjà Giant et Bull Black qui sont disponibles en librairie. Et le troisième diptyque, lui, va arriver en 2022. Janvier 2022. Et en fait, évidemment, on le découvrira aussi à ce moment-là. Et avant de se laisser, Michael, on demande toujours aux invités de nous arriver peut-être avec une suggestion de lecture peut-être à partager aux auditeurs, auditrices. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Quand tu m'as parlé en fait du thème de l'immigration, des immigrants, etc., j'ai tout de suite eu une histoire en tête. C'est The Arrival. Là où vont nos pères en français, qui est publié chez Dargaud en français. Ça, c'est l'édition anglophone. Alors, c'est une BD magnifique qui a gagné un prix à Angoulême de Chotan. Et ça raconte l'histoire d'un immigrant qui débarque dans une grande ville dont il connaît rien. Et il va chercher du travail pour ensuite peut-être faire venir sa famille dans ce pays-là. Il fuit la guerre, la maladie, on ne sait pas trop. Parce qu'en fait, c'est une BD où ce qui est vraiment intéressant, c'est que la forme sert le fond. C'est une BD muette, donc il n'y a pas de dialogue. À l'intérieur, ce personnage découvre en fait un monde qui ressemble un peu au sien. Hein. Les gens sont quand même habillés légèrement différemment, mais ça ressemble au sien. Mais par contre, tous les codes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tous les codes, toutes les relations humaines, le langage est différent. Donc, en voyant les affiches dans un alphabet qu'on ne comprend pas, parce que c'est pas de l'anglais, c'est des symboles presque extraterrestres en fait, mais donc on est complètement plongé en même temps que le personnage principal qui découvre cette ville, qui ressemble à ce qu'il a connu, mais pas vraiment. Il comprend pas les affiches, il sait pas s'il faut aller à droite, à gauche, et là il faut qu'il trouve un logement, il faut qu'il trouve un travail, qu'il commence à gagner sa vie et qu'il puisse faire venir sa famille ici. Donc c'est vraiment le côté universel de l'immigration qui est raconté dans cette histoire et qui peut parler à tout le monde, à toutes les générations et partout dans le monde, quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre et qui pour moi est une grosse source d'inspiration. Alors, on la découvre également. Michael, merci beaucoup. Merci vraiment. Et merci à vous tous et toutes également d'avoir passé cet épisode de Par la bande avec nous. Je vous rappelle qu'on est en direct de la Maison de la littérature à Québec à l'occasion du 34e Festival Québec BD. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine puisque pour le prochain épisode de Par la bande, on va parler de vocation et de transmission. Alors c'est à suivre. Bonne semaine à vous tous et toutes.